France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver, c'est le Grand Forum, votre rendez-vous qui parle de vous et qui parle avec vous jusque 18h, et aujourd'hui on a une très belle équipe et un invité que vous connaissez tous et toutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, puisqu'on va parler beaucoup de politique aujourd'hui. Forcément notre invité s'appelle François Asselineau. Monsieur Asselineau, bonjour. Bonjour et puis bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue à vous. Et ravi de vous revoir. On parlera notamment de votre candidature à la présidentielle. On vous a vu partout, hein, monsieur Asselineau. D'ailleurs, il y a encore des affiches pour votre campagne présidentielle qui circulent et qui n'ont pas été retirées. Hein. J'en ai vu encore quelques-unes il y a quelques jours. Oui, il y en a aussi qui sont recollées des nouvelles. Hein. Ah oui, d'accord. On est un petit peu sur un rythme un peu moins pressé que l'année dernière, bien entendu, puisqu'il n'y a pas d'élection cette année. Mais nous continuons à coller à travers non seulement Paris et l'Île-de-France, mais à travers toute la France. On colle des affiches renouvelées. Et puis vous allez bientôt nous revoir de façon massive à partir de l'automne, puisqu'on va être candidat pour les européennes de l'année prochaine. Donc ça, c'est la grande échéance qui va avoir lieu l'an prochain. Ah, alors pour quelqu'un qui est pas pro-Europe, vous allez vous présenter? Ben oui, évidemment. Pourquoi on se présenterait pas? Non, mais je fais une petite observation. On se présente parce que tout parti politique doit se présenter à une élection. Sinon, il y aurait toujours une raison pour ne pas se présenter aux élections. Et puis, je vous rappelle que si le Royaume-Uni est en train de sortir de l'Union européenne, c'est parce qu'il y a eu un référendum sur le Brexit qui a été remporté par les partisans du Brexit. Ouais. Et si ce référendum a eu lieu, c'est parce qu'il y a un parti politique qui s'appelait UKIP, qui avait une notoriété de plus en plus phénoménale au Royaume-Uni, qui le proposait. Et si ce parti a eu cette notoriété, c'est parce que Nigel Farage et quelques autres avaient été élus députés au Parlement européen. Donc nous souhaitons être présents au Parlement européen pour dénoncer le système dans lequel on sera élu et pour appeler les gens à en sortir, exactement ce qu'avait fait Nigel Farage, et ça lui a réussi. Monsieur Asselineau, je vous présente ceux qui m'accompagnent pour vous interroger aujourd'hui. On va commencer par Madame Fatima Wassak, politologue. Bonjour Fatima. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ravi de te revoir, ma chère Fatima. Ainsi que Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus. Bonjour Nadir. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bon, alors Nadir, Fatima et moi-même pour vous interroger. Alors, pour commencer, François Asselineau, retour sur votre campagne électorale présidentielle de 2017. Vous étiez donc candidat au nom de votre parti, l'UPR. Quel est le retour d'expérience que vous en faites? On vous a vu un petit peu partout dans les médias. Vous avez participé aux quelques débats qui ont eu lieu avec tous les candidats respectifs. Comment jugez-vous votre prestation? Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui par rapport à ce qu'il aurait fallu dire ou faire, peut-être, pour faire un score davantage? On rappelle, vous avez fait près d'1%. Voilà. Alors, quand vous dites, je vais vous me permettre de vous légèrement vous corriger. Quand vous dites que j'ai été candidat oui. Au nom de l'UPR, c'est pas tout à fait exact, parce que vous savez que ce sont pas les partis politiques qui présentent des candidats en France à l'élection présidentielle. Ce sont des élus du peuple, c'est-à-dire des maires, notamment des maires de villages et de villes de France, ainsi que des députés, puis des conseillers régionaux, des conseillers départementaux. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'en théorie, en pratique, normalement, j'avais la même légitimité que les 10 autres candidats qui avaient dépassé les 500 parrainages nécessaires. Oui. J'ai eu 587 parrainages. Donc j'estime qu'à partir du moment où on présente, c'est un candidat, c'est un homme ou une femme qui se présente devant les électeurs, c'est en tout cas comme ça que l'avait conçu Charles de Gaulle, donc le fondateur de la Ve République. À partir du moment où on a des candidats qui ont tous la même légitimité, puisqu'ils ont tous été parrainés par plus de 500 maires, comme je le disais à l'instant, et c'est pas évident, hein, je peux vous assurer d'avoir 587 parrainages, eh bien normalement nous devrions tous être traités sur un strict pied d'égalité. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Alors effectivement, j'ai fait 1% des suffrages, un petit peu moins de 1%. Mais d'après les relevés du Conseil supérieur de l'audiovisuel, j'ai eu 1% du temps de parole. Alors que Monsieur Macron, toujours d'après les relevés du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a eu 28% du temps de parole. Madame Le Pen a eu 23 ou 24%, et Monsieur Mélenchon 20%. Donc vous comprenez que... Ce qui correspond finalement à peu près au résultat. Oui, mais parce que on sait très bien, ça a été calculé par des études de politologie aux États-Unis depuis longtemps. Il y a une corrélation extrêmement forte entre le temps de parole accordé dans les plus grands médias d'un pays et les résultats. Et donc, si vous voulez, il y a des gens qui me disent, oui, regardez, vous êtes minable, vous avez tort, vous avez fait que 1%. Donc, moi je dis, d'abord, c'est pas parce que je n'ai fait que 1% que j'ai tort. Je rappelle que De Gaulle, par exemple, à l'automne 40, s'il y avait eu une élection, il aurait pas fait 1%. Hein. Tous les Français étaient derrière Pétain. Le contexte n'était pas forcément le même, quand même. Oui, le contexte
c'était pas forcément le même, mais il y avait des points communs. La France avait perdu son indépendance et sa souveraineté, et les Français étaient derrière, en fait, quelqu'un qui était un collabo de ceux qui voulaient asservir la France. J'estime que la situation, de ce point de vue-là, est assez identique. Mais il n'en demeure pas moins que c'est pas parce que vous faites peu la vérité n'a pas de rapport avec ce que les gens peuvent voter. Ouais. Et le deuxième point, c'est que imaginez l'inverse. Imaginez que j'ai eu 28% du temps de parole et que Macron ait eu 1% du temps de parole. J'ajoute en plus, je ne veux pas faire pleurer sur mon sort, mais jusqu'au moment où j'ai eu les 500 parrainages, il y avait eu le silence absolu de tous les grands médias. Alors que Macron, ça faisait 1 an et demi que tous les médias disaient ce type est extraordinaire, il est jeune, il est ci, il est ça, il va redynamiser la France. Donc on le présentait. Il avait eu droit à 4, je crois, ou 5 couvertures de Paris Match avec Brigitte Trogneux, c'est-à-dire avec sa femme. Donc il a été ultra médiatisé par tous les grands médias du système. Je rappelle que tous les journaux et magazines sont possédés, et radio et télé sont possédés en France par 10 milliardaires plus l'État. Voilà ce que c'est. Donc lui, il a bénéficié pendant 1 an et demi d'une espèce de mise en condition de la population, avec des commentaires extrêmement flatteurs, tandis que moi, eh bien, j'ai été totalement ignoré. Et puis quand j'ai été candidat, les médias m'ont considéré comme une espèce d'intrus, comme si j'avais, de façon inimaginable, j'avais réussi à avoir 500 parrainages, comme si 587 maires avaient perdu la raison, et j'ai été accueilli partout, de TF1 à France Inter, France Info, Europe 1, etc., par les mêmes propos. Alors monsieur Asselineau, dites-vous que vous êtes complotiste et conspirationniste. Voilà. Oui. Alors monsieur Asselineau, même si dans les faits vous avez évidemment raison, ça fait pas un peu mauvais pardon quand même de dire ça? Non, je ne dis pas que. Attendez, je ne dis pas que. Non, mais je dis bien que dans les faits, vous avez raison. Il y a un problème à régler sur le temps de parole des candidats, etc. Mais le problème, il est tout vu. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 60-70, il y avait un strict temps de parole égal. Ouais. Maintenant, c'est complètement délirant. Le plus fort de l'histoire, c'est que vous avez vu, il y a eu des élections au Venezuela qui ont vu la réélection de Maduro, et Monsieur Macron a protesté en disant contre le manque de démocratie au Venezuela parce que tous les candidats n'avaient pas eu le même temps de parole. Donc je rêve. Alors évidemment, je ne dis pas que ma campagne a été à 100% j'ai une réussite extraordinaire. Il est sûr qu'il y a eu des choses que par exemple, qu'est-ce qui selon vous, en tout cas avec le recul maintenant 1 an et quelques mois après, qu'est-ce que selon vous avez peut-être loupé le coche sur qu'est-ce qui a manqué en fait pour que vous augmentiez un petit peu votre score, pour que les Français vous connaissent davantage, parce que d'abord je pense que ce qui a manqué c'était des sondages plus favorables. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, ce que je pense, c'est que je n'avais pas suffisamment, j'avais sous-estimé le parti pris des médias, et donc j'ai été un peu pris au dépourvu dans quelques cas. J'ai un exemple très précis à l'esprit. Un jour je suis passé sur TF1 20h, c'est-à-dire c'est l'émission la plus percutante. C'est le journal le plus regardé d'Europe. Voilà, c'était 6 ou 7 millions de téléspectateurs qui allaient me regarder. J'avais 20 minutes, mais en fait les 20 minutes étaient entrelardées de commentaires des journalistes, donc le temps de parole était finalement assez faible. Et puis d'un seul coup, ils ont sorti d'un chapeau une interview d'un Français qui travaillait à Wall Street, qui travaillait, excusez-moi, pas à Wall Street, qui travaillait à la City de Londres, et qui était là et à qui on donne la parole. Et le type dit: Monsieur Asselineau, vous proposez de sortir de l'euro, vous savez que ce serait une catastrophe, un désastre absolu, etc. Les Français perdraient toute leur épargne. Et face à ça, j'ai commencé à répondre d'un point de vue technique. Et je n'avais pas le temps parce qu'au bout de 25 secondes, ils m'ont coupé la parole. Donc en fait, c'était une espèce d'attaque sans possibilité de réponse. Mais ce que j'ai découvert ensuite, c'est que les équipes qui travaillaient avec moi ont cherché la personne qui m'avait ainsi attaqué. C'était pas du tout un financier comme ça, comment dirais-je, apolitique. C'était le représentant d'Alain Juppé à Londres pour la candidature. Vous savez que Juppé avait été candidat pour être à la tête des Républicains. Premièrement, deuxièmement, il était le représentant à Londres du fonds de pension de la famille princière de Liechtenstein, famille princière qui d'ailleurs, le fonds de pension en question a été à plusieurs reprises, son nom a été évoqué, et même je crois qu'il y a eu des procès pour blanchiment et d'argent sale. Si j'avais su ça, j'aurais pu dire devant 6 millions de téléspectateurs: attendez, vous savez par qui vous me faites interroger? Vous me faites interroger par quelqu'un qui participe d'une finance qui favorisant l'évasion fiscale, sinon le blanchiment d'argent sale, et qui par ailleurs... C'était un piège? Bien sûr que c'était un piège. Et ça, malheureusement, j'avais pas l'information. Maintenant, si vous voulez, je serais davantage sur mes gardes. J'aurais compris que, en fait, j'aurais démasqué, je pense, à l'antenne comment dirais-je, la manipulation. J'ai un autre exemple qui va peut-être plus encore vous intéresser, surtout ici à France Maghreb 2. Je me rappelle très bien, c'était, je crois, le 12 avril 2017. Je vais sur France Info.
Je suis interviewé, il y avait Jean-Michel Apathy et trois autres journalistes. On trouve toujours ça sur Internet d'ailleurs, parce que c'était filmé, vous savez, c'était 8h du matin, 8h30, ça devait durer 30 minutes, quelque chose comme ça. J'étais à peine installé, vous savez ce qu'ils me disent ? Ils me disent, Monsieur Asselineau, cette nuit, le régime de Bachar al-Assad a gazé des populations, des femmes et des enfants sont mortes à Khan Sheikhoun. Est-ce que vous condamnez ? Et moi, je venais de prendre mon petit déjeuner, je ne savais rien, et je dis à l'antenne, je dis écoutez, excusez-moi, mais je ne sais pas ce dont vous parlez. C'est possible que ce soit vrai, c'est possible que ce soit faux. Je n'ai aucune autre preuve que l'information que vous me donnez, et j'ai trop d'exemples. Ah oui, je me souviens de ça. Notamment avec l'affaire des armes de destruction massive de Saddam Hussein, qui ont justifié, paraît-il, l'intervention militaire occidentale. Rappelez-vous la position de la France, qui avait été une position digne à l'époque, qui avait été celle de Villepin et de Chirac, qui s'était opposé à ce que le Conseil de sécurité donne le feu vert à la guerre contre l'Irak. On a appris 6 mois après qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Les seules armes de destruction massive, c'était les États-Unis qui les avaient dans la région. Et donc là, j'ai dit la même chose. J'ai dit, écoutez, ça me rappelle les armes de destruction massive. Vous n'allez pas me faire condamner quelque chose. Je ne sais pas d'abord si l'attaque a eu lieu. Et deuxièmement, si cette attaque a eu lieu, je ne sais pas quels en sont les responsables. Eh bien, à partir de ce moment-là, tous les journalistes, les 4 journalistes me sont tombés dessus, et il y avait un bandeau qui était sur toute la longueur de l'écran, avec marqué Asselineau, candidat des conspirationnistes. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec notre invité aujourd'hui, monsieur François Asselineau, de l'UPR, qui a d'ailleurs un parti qui continue de monter en flèche, d'ailleurs, y compris après la présidentielle. Accompagné de Fatima Wassak et de Nadir Kaya aujourd'hui pour vous interroger. Donc dans une première partie, interview avec des questions-réponses de Fatima, de Nadir et de moi-même. Et tout à l'heure, aux alentours de 17h25, on proposera aux auditrices et aux auditeurs qui ont des questions à vous poser, eh bien en toute liberté, bien sûr, comme on le fait d'habitude sur France Maghreb 2 au 01 40 33 9000. Dites-moi, monsieur Asselineau, est-ce que vous avez été reçu de la sorte par un quelconque média durant la présidentielle? Parce que ici, il faut dire aux auditrices, aux auditeurs, vous avez le thé, les croissants, enfin vous avez tout ce qu'il faut. On sait recevoir ici quand même, monsieur Asselineau. Avouez. Oui, c'est vrai. Donc je suis très bien reçu. En plus, ce qui est agréable ici, c'est que ça dure longtemps, donc on a le temps d'entrer un petit peu dans le détail. Honnêtement, j'ai été. Il y a des médias quand même qui m'ont correctement reçu. Voilà. Très bien. En fait, c'est un petit peu triste à dire, mais c'est surtout les médias de la bande FM qui sont les plus corrects et qui m'ont bien reçu. Les très grands médias, bon, c'est toujours, même ceux qui n'ont pas. Bon, il y a des médias qui ont été carrément hostiles et qui ont fait vraiment campagne. C'est une honte d'ailleurs. En particulier, c'est bon que TF1 fasse campagne contre moi, d'accord, parce que TF1 c'est pas seulement Bouygues, mais derrière c'est des fonds de pension américains qui sont au capital. Donc on peut à la limite comprendre qu'ils aient un parti pris, même si c'est scandaleux. En revanche, les radios et télévisions publiques, ça devrait être absolument objectif. Oui, et ils ont fait vraiment campagne ouvertement pour Macron et contre moi. Voilà. Ah oui. Mais on a quand même quelques exceptions. Même il y a même une radio assez connue qui est Sud Radio qui m'a très très correctement reçu. Alors j'ai été reçu sur RMC par Éric Brunet et par Bourdin. Bourdin m'a correctement reçu. Non, ce que je dirais, si vous voulez, c'est que là où il y a quand même quelque chose qui est extraordinairement choquant aussi, c'est que depuis le soir du premier tour de la présidentielle, je n'ai plus jamais été reçu sur aucune de toutes ces 12 radios des télévisions qui sont suivies par le CSA, à une exception près, enfin à 2 exceptions près. Une, c'est Sud Radio qui m'a invité au printemps une émission sur la Chine, et puis il y a eu RMC Éric Brunet qui une fois m'a interrogé par téléphone pendant 3 minutes et une autre fois m'a fait venir dans son studio pour parler du Brexit, et je lui en suis reconnaissant. Mais sur toutes les autres chaînes de radio et de télévision, je suis totalement blacklisté, ce qui est contraire à la loi, puisque j'ai quand même fait 1% du temps de parole, du nombre d'électeurs. Les dernières élections, vous savez que nous avons été, depuis le début de cette année, nous avons été présents à quasiment toutes les élections partielles législatives. On a même été le seul parti national métropolitain à se présenter aux élections territoriales en Polynésie française. Et croyez-moi, trouver 73 candidates et candidats à parité aux îles Australes, Tuamotu-Gambier et Marquise, il fallait le faire. Nous avons été le seul parti métropolitain à le faire. Eh bien, à toutes ces élections, on a fait une moyenne en gros de 1,2 à 1,3%. Donc, ça reste des scores modestes, mais ce sont des scores en croissance. Et normalement, s'il y avait une justice minimum, c'est qu'au moins
moins on est droit au temps de parole correspondant à 1,2% des électeurs. On a fait le calcul, je devrais être interrogé une fois tous les 15 jours sur une des 12 chaînes de radio et de télévision suivies par le CSA. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes face à un total déni de démocratie et un verrouillage médiatique. Christophe, moi, si je peux me permettre, je vais donner un conseil à M. Asselineau. Si vous voulez faire un peu plus de médias et éventuellement passer, comme la plupart des politiciens, même pour certains qui n'ont pas de mandat, mais qui sont quand même des figures emblématiques des médias, parlez des musulmans, parlez de la banlieue, si possible en mal, et vous allez voir que vous allez être invité très souvent pour réagir à des faits divers et à des débats qui vont vous aider quelque part. Bon, je sais avec ironie, mais ça me fait pas rire. Non, mais mettez islamiste, terroriste, et ça marche encore davantage. Il faut des mots-clés aujourd'hui pour passer dans les médias, je pense que c'est malheureux. Mais là, je vois bien c'est un propos ironique et blessé que vous tenez. Mais bon, d'abord, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai créé un mouvement politique qui est un mouvement digne, qui est un mouvement et qui est serein, qui appelle au rassemblement de tous les Français, vous le savez, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs, musulmans sunnites, musulmans chiites, confucéens, y compris des athées militants, donc quelles que soient leurs origines. Et d'ailleurs, ça marche. Enfin, notre mouvement est en forte croissance. Je ne serai pas aussi polémique que vous. J'espère en tout cas que vous avez tort, parce que si vous avez raison, malheureusement, ça c'est vraiment tragique. Je pense que c'est plus généralement que je pose un gros problème en fait au système, c'est que je suis ce qui ne doit pas arriver. C'est-à-dire, je suis quelqu'un, excusez-moi de le souligner, mais j'ai réussi les meilleures études qui est en France. Je suis diplômé d'HEC, j'ai fait l'ENA, je suis sorti vice-major et j'étais dans un des plus grands corps de l'État, le même que celui de Macron, l'inspection générale des finances. Normalement, je devrais faire partie du système. Et puis, voilà, à la cinquantaine, j'ai créé un parti politique qui est un parti politique tout à fait serein, mais implacable dans ses analyses. Et un jour, un journaliste m'a dit, vous savez pourquoi on ne vous invite pas? Je lui ai dit non. Et il m'a dit, parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Ah. C'est ça le problème. C'est parce que les journalistes font pas bien leur travail. C'est parce que si je disais des conneries, passez-moi la vulgarité du propos, si je disais n'importe quoi, si j'étais le candidat pro-Frexit, mais qui disait en permanence des bêtises, alors là, oui, on m'inviterait pour me ridiculiser. Mais le problème, c'est que quand je sors des arguments, vous l'avez vu d'ailleurs pendant la présidentielle, à de nombreuses reprises, j'avais face à moi des interlocuteurs qui étaient au bout de 2-3 minutes, qui étaient bouche bée. Regardez par exemple comment ça s'est passé, le deuxième passage au par exemple. Oui, aux grandes gueules avec RMC, leurs grandes gueules, je les ai fait fermer, si vous voulez. Ils n'avaient plus rien à me répondre. Et donc ça, c'était quand même... Ça fait du bien, si je peux me permettre. Est-ce qu'il ne manque pas autour de vous des gens connus aussi, quelque part? Ah oui. On n'a pas cette impression que vous êtes tout seul. Oui, alors, d'abord... Même s'il y a une équipe derrière vous, il y a vraiment des visages connus. D'abord, il y a une équipe derrière moi. Il y a 31 500 adhérents maintenant. On a quand même plusieurs dizaines de gens. On a d'ailleurs réformé le bureau politique, le bureau national, où on a maintenant 28 membres au bureau national, 28 membres titulaires et 28 membres suppléants. On a un conseil national avec environ 170 personnes, donc il y a quand même du monde. Cela étant, vous avez raison. Vous avez raison que ce qui manque, ce sont des personnalités personnes avec une notoriété. Une notoriété. Le pire, je vais vous dire, c'est que nous avons des personnes avec une certaine notoriété. Ouais. Mais pas beaucoup, mais quelques-uns. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas s'afficher parce qu'ils ont peur que ça nuise à leur carrière politique ou médiatique ou universitaire. Voilà, c'est ça le problème. C'est que, et moi, comme je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux sur ces questions, je vais pas faire un outing, si vous voulez. Je vais pas dire Monsieur Machin. En fait, il appartient à l'UPR et puis en fait, il veut pas le dire. Mais c'est vrai que ces personnes, il y a quelques personnes qui sont de grande notoriété. Et j'aimerais qu'elles aient le courage mais je n'exclus pas, pour tout vous avouer, je n'exclus pas que à l'élection présidentielle, à la liste 2020, pour les élections européennes, je n'exclus pas que nous ayons justement des personnalités qui soient adhérentes de l'UPR ou pas, mais qui nous rejoignent parce que l'affaire est trop grave. C'est notre pays est en train d'être détruit. Alors on va en parler évidemment tout à l'heure en détail. Fatima Ouassak, je te pose la question, Fatima. Tu as observé évidemment, comme quelques millions de Français, cette campagne électorale qui a eu lieu en 2017, cette campagne présidentielle. En toute transparence, qu'as-tu à dire à François Asselineau? T'as suivi peut-être un peu cette campagne qu'il a faite. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être interrogé et que tu souhaites lui en faire part aujourd'hui?
Oui, alors déjà répondre sur le fait que, parce que vous disiez, Monsieur Asselineau, sur le fait que vous étiez boycotté entre guillemets. Moi, je pense qu'on m'entend. Oui, on vous entend. Ouais, on t'entend. Boycotté entre guillemets dans les médias parce que vous n'iriez pas dans le sens du système, dans le sens du vent en fait, et quand même vous dire que il n'y a pas besoin d'avoir de faire partie de l'inspection générale des finances, d'avoir fait l'ENA, etc. pour être ainsi boycotté. En fait, il faut simplement donc remettre en question le système et c'est pas un scoop pour nous ici puisque nous on sait très bien que par exemple des personnes, des figures, des organisations qui parleraient des enjeux, des urgences, notamment des quartiers populaires par exemple, des immigrés, des descendants d'immigrés, etc. sont mais totalement boycottés aujourd'hui dans les médias et en tout cas dans les espaces de pouvoir, ça nous on le sait, voilà. Et pourtant, voilà, c'est pas parce que forcément on est énarque. Simplement, on remet en question une parole, un système, etc. Et vraiment, ça, je pense que c'est une vraie urgence. Sur la campagne de Monsieur Asselineau l'année dernière, enfin et un peu avant, oui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je pense que en fait vous n'aviez pas de comment dire, vous pesiez peu, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que Macron, non, c'est pas juste Macron, à peine 35 ans qui tout seul a comme ça plié le game comme on dit, c'est parce qu'il a il avait des réseaux avec lui, il avait des lobbies avec lui, des intérêts avec lui, etc., et les médias aussi avec lui. Et aujourd'hui le système politique français, depuis déjà un moment d'ailleurs, il a été quand même un peu construit comme ça, c'est voilà, qu'est-ce que vous pesez, c'est pas juste la personne, c'est qui il y a derrière, etc. Et ça je pense que Monsieur Asselineau le sait très bien. Sur son propos en particulier lors de la campagne, effectivement, vous aviez un propos très technique. Et je pense que ça, pour le coup, c'était plutôt positif. C'est-à-dire que vous étiez l'un des rares à bien maîtriser vos dossiers. À partir du moment où vous posez des questions précises, vous répondiez de manière très précise. Et voilà, ça donnait une impression comme ça de compétences politiques qu'on trouvait relativement peu chez d'autres candidats. Donc ça, je pense que ça, c'est plutôt à votre avantage. Et c'est pour ça, je pense que vous êtes particulièrement reconnu à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Là où je pense que vous aviez des limites, je vais parler pour ce qui me concerne, c'est qu'en fait vous remettiez en question le système selon vous, mais comme vous le disiez vous-même, quelque part vous représentiez le système. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'aviez pas de propos, vous pouviez remettre en question une certaine conception de l'Europe, mais vous n'aviez pas de propos anti-impérialistes, par exemple, ou anti-capitalistes. C'est-à-dire que vous n'étiez pas anti-système en réalité. Et je pense que c'est ça qui paraissait peut-être un peu contradictoire. C'est que aujourd'hui, comment on peut remettre en question l'Europe telle qu'elle existe, l'économie telle qu'elle existe, comment dire, la politique de la France dans le monde telle qu'elle existe, et en même temps se dire souverainiste, et en même temps se dire gaulliste, et en même temps finalement ne rien remettre en question du système capitaliste, du système impérialiste, etc. etc. Je pense que c'est-à-dire que vous étiez anti-système et vous n'étiez pas révolutionnaire. Il n'y a pas de rupture et je pense visible. que c'est ça qui a manqué, c'est-à-dire que en réalité les élections françaises, pourquoi par exemple dans les quartiers on vote relativement peu? Je dis relativement peu parce qu'en réalité on vote il y a un fort taux d'abstention, c'est clair. Mais de manière générale, mais c'est vrai que dans les quartiers en particulier, parce que personne ne nous fait rêver. Il n'y a pas de vision politique globale. C'est-à-dire que Monsieur Asselineau par exemple va répondre sur certains aspects et on va le rejoindre sur ces aspects-là. Mais par contre, il ne nous propose pas une vision politique globale dans laquelle nous-mêmes on pourrait s'inscrire. Et je pense que c'est ça votre limite. Je trouve que par exemple Mélenchon, pour le coup, arrive un peu mieux à avoir comme ça une vision globale qui a ses limites aussi. Et je pense qu'on va s'en rendre compte là après-demain, parce qu'en fait on va se rendre compte que c'est le PS. C'est le Parti Socialiste, mais il a quand même vendu un peu de rêve l'année dernière. On avait un peu l'impression qu'il remettait en question justement ce système. Il a fait le show. Je vais peut-être répondre à ces objections, si vous me le permettez. Je rappelle que Monsieur Mélenchon, là où j'ai eu 1% du temps de parole, il a dû avoir 18%. Donc déjà, si vous voulez, les gens qui disent oui, mais il a fait le show, surtout, Mélenchon. Les gens qui disent oui, mais Mélenchon a un charisme que vous n'avez pas, etc. Renversons encore une fois, renversons les trucs. Donnons-moi 18% et 1% à Mélenchon. On verra ce que c'est.
Deuxièmement, s'agissant des quartiers, comme vous dites, là où il y a des fortes proportions de Français d'origine étrangère, je me permets de signaler que c'est là où j'ai fait les meilleurs scores à la présidentielle. Parmi les scores les plus élevés, c'est au quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, où il y a deux bureaux de vote, et j'ai dépassé les 5%, ce qui est quand même significatif. Je me suis présenté ensuite aux législatives dans la circonscription, la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, et j'ai fait 2,9% sur l'ensemble de la circonscription et plus de 4% à Aulnay-sous-Bois même. Donc des scores qui sont nettement supérieurs à la moyenne nationale. Vous me reprochez de ne pas être anti-capitaliste et anti-impérialiste, mais c'est délibéré parce que rappelez-vous que les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne étaient, d'après les sondages post-électoraux, constitués en gros d'à peu près 30% venaient de la gauche et de l'extrême gauche et 25% venaient de la droite et de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas le clivage droite-gauche qui s'applique, c'est le clivage entre les partisans de la souveraineté nationale et les partisans de la dilution de l'État-nation, de la disparition de la France mais des autres États-nations dans une espèce de soupe mondialiste dominée par les marchés financiers. De ce point de vue, d'ailleurs, regardez ce qui se passe en Angleterre, c'est tout le problème en ce moment, c'est qu'ils ont un gouvernement purement de droite pour mettre en œuvre un Brexit. Dans ce gouvernement, il y en a qui avaient appelé, à commencer par la première ministre, qui avait appelé à voter contre le Brexit. Et c'est eux qui sont en charge de mener ça, alors que le Brexit, parmi les électeurs du Brexit, vous aviez eu 20% des électeurs du Brexit, ils venaient du Labour. Et la gauche représentait à peu près un tiers des électeurs du Brexit. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un mouvement politique situé au-dessus du clivage droite-gauche, qui s'attaque à la priorité absolue du moment. Parce que on peut se faire plaisir dans une élection. On peut dire, voilà, je vais abolir le capitalisme, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout le monde peut se faire plaisir, sauf qu'à chaque fois que vous en rajoutez, vous allez perdre en chemin des gens, des électeurs, y compris d'ailleurs des électeurs issus de l'immigration, parce que c'est une vue de l'esprit que de croire que tous les électeurs venus de l'immigration seraient d'extrême gauche. Ça, c'est pas vrai. Alors c'est pas du tout. Alors c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que vous avez dit, mais je me permets de signaler. Non, alors surtout dire que être anticapitaliste, par exemple, c'est se faire plaisir. Non, c'est totalement faux. C'est politique aussi. On peut être anticapitaliste et avoir un propos très précis, très politique, même si c'est idéologique. Mais de toute façon, tout est idéologique. Quand je dis se faire plaisir, je veux dire simplement que il faut bien comprendre les conséquences d'un positionnement politique. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes anticapitaliste, que vous revendiquez du communisme, par exemple, eh bien, non, mais par exemple, je vous souhaite quand même beaucoup de courage pour la suite des événements, parce que ça ne passera pas. Tandis que je pense, regardez l'exemple britannique va dans mon sens. Nous disons le clivage droite-gauche, c'est important, mais en ce moment, il y a une urgence absolue. La pauvreté ne cesse de croître en France. Nos services publics sont vendus, sont privatisés à outrance, à la demande de Bruxelles. Nos droits sociaux sont démantelés à la demande de Bruxelles. Nous sommes complètement alignés sur les États-Unis d'Amérique, jusqu'à Trump, parce que Trump c'est un cas un peu particulier, on va en parler peut-être tout à l'heure. Nous sommes lancés dans un choc des civilisations contre le monde arabo-musulman, contre la Russie, etc., parce que c'est la finalité en définitive de la construction européenne. Nous disons, ça c'est tellement important qu'il faut que tous les Français de bonne volonté aient l'intelligence collective, la conscience de mettre de côté leurs objectifs finaux, parce que certains voudraient un monde ultralibéral, d'autres voudraient un monde effectivement sorti du capitalisme, etc. Mais pour l'instant, mettons de côté, comme sous la Résistance, comme en 43-44, au Conseil national de la Résistance, vous aviez des gens de droite, du centre, de gauche, d'extrême gauche, des communistes, des gaullistes, des patrons, des ouvriers, mais ils voulaient récupérer leur indépendance et leur souveraineté nationale. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner aux Français les manettes. Et puis après, les Français se rebattront entre eux pour savoir comment utiliser les manettes. Est-ce que je peux répondre, Christophe? Bien sûr, Fatima. Sur le fait que, vous disiez, voilà, il faut que tous les Français mettent de côté leurs aspirations, leurs urgences, provisoirement, sous prétexte que vous avez défini, voilà, un certain nombre d'urgences, mais de votre point de vue à vous. Souffrez qu'on puisse avoir d'autres urgences, par exemple dans les quartiers populaires, où là, l'urgence, c'est par exemple les inégalités, les discriminations. Donc, anticapitalisme, ça ne veut pas forcément dire communisme, déjà. Ça, c'est la première chose. Et en fait, en réalité, vous disiez
dans les quartiers populaires, on n'est pas forcément anticapitaliste. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'alternative qui est proposée. Vous montrez-vous que vous ne représentez pas vraiment une alternative, puisque je vous interpelle sur le fait que vous n'avez pas de discours révolutionnaire, entre guillemets, c'est-à-dire facteur de transformation sociale et voilà, et anti-système. Et vous me dites, oui, mais regardez, quand on regarde les sondages, quand on regarde les votes, etc., il y a 25. Non, mais avoir une vision politique, vous parliez de De Gaulle, c'est justement ne pas se contenter de dire, oui, mais regardons les sondages, regardons ce que veulent les gens, etc. Non, c'est justement avoir une vision politique qui croit. Alors écoutez, excusez-moi, je finis ma phrase, s'il vous plaît. Ne pas vous appuyer sur l'existant, mais penser, voilà, aux aspirations et anticiper ce à quoi pourraient adhérer les populations. Les quartiers populaires aujourd'hui, les priorités, c'est notamment les inégalités, c'est notamment les violences policières. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Vous nous demandez, mettez de côté ça et concentrons-nous sur l'urgence. Non, nous on veut se concentrer sur ça parce qu'il y a des morts dans les quartiers populaires aujourd'hui, parce qu'il y a des inégalités, il y a des discriminations, parce qu'il y a l'impossibilité de s'organiser politiquement. Et tout à l'heure je le disais, nous, notre problématique à nous, c'est que les quartiers populaires ne sont pas représentés ni dans les médias ni dans les espaces de pouvoir de manière plus générale. C'est ça notre priorité à nous. Et vous me répondez, non mais mettez ça de côté parce que moi je considère que... Non, c'est là où je vous disais, votre limite pour quelqu'un comme moi par exemple, c'est celle-là. C'est-à-dire manque d'écoute et sous prétexte que nous sommes peu présents dans l'espace politique, et que nos aspirations du coup sont peu présentes, sous ce prétexte-là vous nous demandez du coup de mettre notre mouchoir sur nos aspirations et puis alors, je peux répondre? François Asselineau. Oui, alors d'abord, si c'était un manque d'écoute, j'aurais dû faire moins dans les quartiers populaires, comme vous dites, que ce que j'ai fait dans la moyenne nationale. J'ai fait beaucoup plus. Donc déjà, c'est j'ai fait beaucoup plus. Donc je l'ai dit tout. Non, mais je l'ai fait beaucoup plus. Avec 1% du temps de parole, j'ai eu droit à 4 ou 5% dans certains quartiers très populaires, dans des quartiers avec forte proportion d'immigrés. Donc déjà, votre constat, excusez-moi, est contredit par les faits. Non, deuxièmement, non, si. C'est pas oui, mais avec 1%, du temps de parole, je suis désolé, quelqu'un que les gens ont découvert de 5 semaines auparavant, c'est beaucoup. Reconnaissez ça, mais écoutez, j'ai fait beaucoup plus, par exemple, que le NPA ou que Lutte ouvrière qui a dit... Qui ne sont pas non plus des alternatives. Oui, mais alors, d'accord, mais je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont vos alternatives. En attendant, parce qu'il faut avoir un parti politique. En attendant, vous me faites quand même un procès que je trouve très très injuste, c'est de dire que je n'ai pas de vision politique. C'est tout le contraire qui est vrai. Et vous dites que je ne suis pas révolutionnaire, c'est tout le contraire qui est vrai. Je pense que nous sommes le parti, je pèse mes mots, le plus révolutionnaire, parce que nous expliquons aux gens, évidemment il faut avoir la preuve d'un peu de discernement, nous expliquons aux gens que tant que nous serons dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, on ne pourra rien changer. Rien de rien. La situation économique, sociale, etc. sera continuellement celle-là. C'est ça qui nous oppose frontalement, par exemple, aux gens de France Insoumise ou aux gens du Parti Socialiste, etc. Parce que c'est des pipeaux. Ils vous font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Regardez ce qu'a fait Tsipras en Grèce. Nous dénonçons les Tsipras. Nous disons que Mélenchon, c'est un Tsipras français, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des belles promesses, mais une fois arrivé au pouvoir, puisqu'il ne remet pas en cause ce qui est la domination générale de la société française, c'est-à-dire notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN, en réalité, il enfume ses électeurs. Alors je reconnais qu'il faut avoir peut-être une certaine hauteur de vue, il faut faire preuve peut-être de discernement, parce que ça serait plus facile pour moi de faire, alors là pour le coup ça serait de la démagogie, c'est-à-dire de dire voilà, je vais me lutter contre ci, c'est d'ailleurs ce que font les politicars. Ils vont voir les publics les uns après les autres, ils disent vous allez voir ce que vous allez voir, ils tiennent des propos ambigus, du style pensée printemps les amis, et puis au bout du compte, ils taisent le problème numéro 1 de la société française, ce ne sont plus les dirigeants français qui dirigent la France, oui, mais non plus les permettez 2 secondes, c'est que effectivement, on entend bien ce que vous dites, mais le problème c'est que dans les quartiers populaires, par exemple, Fatima, quand elle vous explique de la violence policière, c'est un vrai sujet qui intéresse et qui concerne les quartiers populaires. Aujourd'hui, il y a un rapport de la police des polices qui est sorti il y a quelques semaines qui indique qu'au cours de l'année 2017, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, il y a eu 17 morts dues à des interventions policières. Est-ce que c'est normal, monsieur Asselineau, dans un pays qui s'appelle la France, on parle de l'égalité, fraternité, liberté, je l'ai mis dans le désordre, volontairement, que la police française qui est censée assurer la sécurité des citoyens a obtenu un permis de tuer? Ça, ce sont des sujets sur lesquels, voilà, ça parle vraiment aux habitants des quartiers populaires, par exemple, monsieur Asselineau. Oui, bien sûr, je vais pas vous dire que c'est normal, évidemment, donc c'est tout à fait scandaleux, ces statistiques sont très choquantes, bien entendu, mais
excusez-moi quand même, j'en profite pour dire. D'abord, c'est vrai qu'il y a des dérapages policiers. Ils ont aussi une situation qui n'est pas toujours facile. D'être policier dans des quartiers, ça n'est pas toujours évident non plus. Certains, c'est plus que des dérapages. Voilà, c'est vrai que c'est vrai. Un dérapage, c'est un dérapage. C'est un vrai. crime, c'est un crime. Oui, même c'est si vrai. l'appellation n'est pas encore. C'est exact. Mais oui, mais vous voyez le vice qu'il y a dans ce système, c'est que si on va là-dedans, on va s'aliéner un pan entier de l'électorat français. Voilà, c'est voilà. Et donc, alors, non mais donc, ce genre de alors moi je veux bien intervenir là-dessus. Oui, mais attendez, c'est très simple. C'est ça qui est très très grave. En fait. Non, c'est pas très grave. C'est pour ça que vous n'y arriverez pas, pardon. Non, mais c'est pour ça que j'y arriverai au contraire. Non, vous n'y arriverez pas parce qu'en fait, là, on vous parle de mort, donc on vous parle de sang, de violence. Mais là, il y a quelques jours, pardon, il y a Aboubakar Fofana, que Dieu ait son âme, voilà, qui est mort parce qu'un policier lui a mis une balle dans la carotide, juste lors d'un contrôle policier. Il n'y avait pas de raison. Là, maintenant, il a menti d'abord et il dit ensuite que c'est un accident. Et vous nous dites, oui, mais attention, faut pas trop en parler parce que sinon, en fait, je vais perdre des électeurs. Voilà. Mais ça, c'est le système. C'est-à-dire que vous n'êtes pas anti-système. Être anti-système, c'est de dire, voilà, je m'en fous de perdre des électeurs. Voilà. Quand il y a une injustice, je le dis. Quand il y a des morts, je le dis. Ça, c'est un gros problème. Vous vous rendez compte? Nous, on a des enfants. Moi, j'ai un fils, par exemple. Moi, je veux pas que mon fils prenne une balle parce que il se serait soustrait à un contrôle policier. Vous dites que la police, oui, mais c'est difficile pour eux. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la police, vous avez l'armée, vous avez l'une des polices les plus puissantes du monde qui est armée, qui est surarmée, etc. Face à des jeunes désarmés, face à des jeunes désarmés qui subissent le chômage, qui sont ghettoisés, qui sont discriminés à l'école, etc., etc. Vous avez là en face la police et vous osez nous dire que cette police, en fait, la pauvre, la misérable, etc., elle est maltraitée, etc., etc. LGF, le grand forum avec notre invité François Asselineau, accompagné de Nadir Kaya et de Fatima Ouassak. Monsieur Asselineau, une petite parenthèse, la France hier était en joie. Le football arrive finalement, on peut le voir, en tout cas à réunir cette France représentée, cette France multicolore, cette vraie France, cette France qu'on aime finalement, et quand elle est réunie, elle est forte, elle gagne. Monsieur Asselineau, là-dessus. Oui. Eh ben oui, donc moi j'ai regardé effectivement la demi-finale hier comme tout le monde et avec le coup de tête de Wintiti qui, si j'ai bien compris, est né au Cameroun, est originaire de Yaoundé. Donc effectivement, c'est lui, il faut le souligner, c'est un Français d'origine camerounaise qui a fait qualifier la France pour la finale de la Coupe du Monde. Donc je m'en félicite. Il y a un petit bémol que j'apporterai qui ne concerne pas le match d'hier soir, qui est que je trouve un petit peu dommage que les Français sortent le drapeau bleu, blanc, rouge et défilent dans la rue par dizaines et centaines de milliers pour un match de foot, alors qu'en revanche, lorsque on attaque leurs droits sociaux ou lorsque l'on est actuellement, il y a des menaces graves quant aux réformes constitutionnelles, là c'est le silence radio, tout le monde a l'air de s'en ficher. C'est-à-dire que on a l'impression qu'en France, les seuls moments où on a le droit de sortir le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est au moment des Jeux Olympiques et au moment de la Coupe du Monde de football, c'est-à-dire dans des choses qui sont en fait d'une importance symbolique, c'est le combat sportif, mais qui n'ont pas d'impact politique, économique et social. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Mais sinon, je me félicite. Oui, mais oui, peut-être, par exemple, si la peut-être que si la des vrais impacts. Oui, mais peut-être que si la France est championne du monde dimanche, peut-être que ça va profiter conjoncturellement à Macron. Alors justement, ça tombe bien parce que c'est la question qu'on pose aux auditeurs aujourd'hui. Est-ce que la victoire à la Coupe du Monde de dimanche, donc si la France y arrive en tout cas, ne va pas profiter à la cote de popularité d'Emmanuel Macron? Et est-ce que donc dans ce cadre-là, est-ce que vous souhaitez que la France gagne? Sur Facebook par exemple, vous êtes 46% seulement à dire oui, contre 54% pardon à dire non. Donc c'est intéressant de voir finalement que les gens sont un petit peu ennuyés entre le fait effectivement qu'on aimerait que cette équipe de France puisse aller jusqu'au bout et remporter sa deuxième étoile 20 ans après, c'est symbolique, et bien au-delà d'ailleurs, mais en même temps ça profiterait à Macron qui pendant l'été risque d'en profiter pour faire passer toutes les lois en silence pendant que les gens partent en vacances. Vous savez comment ça se passe, les politiques à la limite n'ont plus de secret à ce niveau-là. C'est que pendant que nous on va partir en vacances, ils vont en profiter pour réunir tout le Parlement. Au moins ils ont jusqu'à fin juillet pour le faire. Ils font ça depuis le début. Et ils font ça depuis le début. Non mais je veux dire, aujourd'hui la Coupe du Monde risque de masquer et les médias qui vont se focaliser évidemment sur le football, on ne parle que de ça. Vous avez vu depuis hier soir, j'ai l'impression qu'il se passe plus rien dans le monde à part le foot. Je crois que franchement les Français s'en foutent. Après les seuls à ne pas s'en foutre, c'est Macron, parce que politiquement il a intérêt, comme Chirac en son temps,
a bénéficié de cet élan et cette dynamique avec la Coupe du Monde. Donc je pense que lui, malheureusement, c'est ce qu'il va faire. Il est au plus bas aujourd'hui, donc il a intérêt. Je pense que tous ses conseillers doivent lui mettre la pression depuis quelque temps, à tirer profit de cette situation. Donc c'est malheureux parce que quelque part on joue sur la com, l'image, et puis la réalité fait qu'on n'arrive toujours pas à répondre aux vrais besoins des Français, notamment d'un point de vue social, et que le président a plus d'occupation à s'occuper de son image et de ce qu'il pourra en tirer en termes de com que de savoir qu'en France il y a encore des gens qui meurent comme Fofana ou comme d'autres d'injustice, ou alors qui meurent tout simplement parce que la vie est sans pitié pour eux, tout simplement. François Asselineau, Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est un secret pour personne depuis mai 2017. Il y a eu les législatives qui sont passées par là. Ce parti En Marche qui quand même a gravi les échelons à une vitesse grand V quand même, parce qu'un an et demi un peu avant l'élection, ce mouvement n'existait pas. Emmanuel Macron était connu, pas très connu du grand public à l'époque, évidemment. Ça a été une ascension fulgurante. Un an et quelques mois après, quel bilan en faites-vous de cette première année à l'Élysée d'Emmanuel Macron? Est-ce que, par exemple, sur une échelle de différence, va-t-on dire, est-ce qu'il y a une différence notable entre François Hollande, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, par exemple? Je dirais qu'on est non, c'est à peu près pareil. J'ai tendance à dire que c'est la poursuite de Nicolas Sarkozy, de François Hollande. Qu'est-ce qu'il a de mieux? Il présente mieux que François Hollande. C'était difficile de faire moins bien. François Hollande avait l'air d'un ahuri constamment. Il prenait des décisions. Enfin, il était ridicule. Bon, Macron est un peu moins ridicule. Il l'est quand même pas mal, parce qu'en matière internationale, c'est un florilège d'erreurs monumentales qu'il a faites. Et moi, je garderai, je pense qu'une des illustrations de son quinquennat qui restera peut-être dans les livres d'histoire, c'est le moment où le président des États-Unis l'a présenté à la presse en disant: regardez, il est presque parfait. Puis à ce moment-là, il a commencé à lui brosser le revers de sa veste parce qu'il y avait des pellicules. Donc Trump a commencé à enlever les poussières, comme si Macron était une espèce de caniche dans un concours canin, vous voyez. Et puis après, une fois que c'était propre, il a dit: voilà, maintenant il est presque parfait. Il s'est foutu ouvertement de la tête du président de la République, qui était là comme un niais à rigoler. Il est apparu pour un larbin des États-Unis, quoi. Mais pour le reste, non. Moi, je vois en gros la poursuite de la politique de Hollande, en pire, parce que il donne l'impression de vouloir accélérer le mouvement, alors que Hollande avait quand même de temps en temps certaines prudences. Donc en matière, par exemple, de privatisation à outrance des services publics, vous avez vu qu'Aéroport de Paris devrait être privatisé, la loterie, enfin le loto également. C'était des choses, c'est scandaleux, ça rapporte énormément d'argent à l'État. Il accélère dans la démolition des droits sociaux, du droit du travail. Il va de l'avant dans une espèce de fuite en avant vers la construction européenne, dont d'ailleurs il est le premier à dire que les Français sans doute ne le veulent pas, puisque je rappelle que le 19 février dernier, il s'est rendu au Royaume-Uni. Il a participé à une émission de la BBC où un journaliste britannique lui a demandé: et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, qu'est-ce qui se passerait? Et Macron a dit: probablement les Français voteraient en faveur. Et puis après, aussitôt qu'il a dit ça, il s'est rendu compte qu'il aurait peut-être pas dû le dire, et il a fait du rétropédalage. On a été d'ailleurs le seul mouvement politique à répercuter cette information, ou à peu près le seul, sur les médias, parce que les médias français ont fait silence. Normalement, si c'était un démocrate, il s'assurerait régulièrement du fait que les Français sont toujours d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce qui empêche Monsieur Macron, qui parle qu'à la démocratie plein la bouche, qu'est-ce qui l'empêche de faire un référendum sur le Frexit, et puis de voir si les Français sont d'accord avec ses projets, par exemple, de réforme de la zone euro et de budget de la zone euro? Ça serait intéressant de savoir, qu'il explique aux Français ce que ça va leur coûter. Bon, donc en réalité, il va de l'avant. En fait, Macron obéit aux gens qui l'ont fait élire. Vous dites que son parti politique a connu une croissance fulgurante, mais j'en reviens au débat de tout à l'heure. Pourquoi? C'est pas le programme. Il n'y avait pas de programme, Macron. Macron, c'était Pensée Printemps, les amis. Donc Macron n'avait jamais dit qu'il allait privatiser sournoisement la SNCF, privatiser l'auto, privatiser Aéroport de Paris, démolir comment dirais-je, les avantages acquis, les acquis sociaux d'un certain nombre de professions. Il ne l'avait jamais dit, ça. Donc en fait, il obéit à ceux qui l'ont fait élire. Moi, je suis convaincu que Macron ne sera pas réélu.
D'ailleurs, il est tombé quand même maintenant, il est quasiment au même score que Hollande. Je suis convaincu. Un peu plus quand même, il a 40%. Non, le tout dernier est tombé à 34%. C'est exactement ce que faisait Hollande au bout d'un an. Bon, je pense que si la France, moi je souhaite que la France gagne bien sûr la Coupe du Monde, mais je pense que ça lui vaudra un petit surcroît de popularité, mais qui va à mon avis durer très peu. Que ça va. Rappelons qu'il n'y est pour rien. Hein. Qui n'y est absolument pour rien, bien entendu. C'est pas lui qui est sur le terrain, ni qui. Exactement, mais de même qu'il n'est pour rien Vaut mieux, hein, parce que l'équipe de France n'est pas terrible non plus, hein. Elle a beau être en finale, comme on disait tout à l'heure, son jeu n'est pas extraordinaire, hein. Oh, moi, je suis pas d'accord avec vous. J'ai trouvé que c'était quand même, que c'était pas mal. Moi, je trouve que Didier Deschamps n'est pas si mauvais que ça. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. C'est pas un super entraîneur, parce qu'il y a pas il y a de la qualité individuelle. Il y a de la vaillance. Mais d'un point de vue technique et au niveau offensif, il n'y a pas de jeu. D'accord. Allez donc dire ça aux équipes d'Allemagne, du Brésil, d'Argentine, qui se sont fait rétamer. Bon. Ah oui, ils sont pas mieux, hein. Donc, ils sont pas mieux. Non. Moi, je trouve, arrêtez toujours tout critiquer. Moi, je trouve que c'était un beau match hier. Les Belges étaient d'ailleurs très, très, très forts aussi. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Bon, on revient à nos moutons. Je pense que Macron va sombrer dans des abîmes d'impopularité. C'est inéluctable. Et puis, on va avoir d'ici 1 an et demi ou 2 ans, vous allez avoir Jacques Attali qui va être sur TF1 et qui va nous annoncer, voilà, maintenant, il y a Mademoiselle Tartemuche ou Georgette Barbomol qui est faite pour être candidate à la présidence de la République. On sait déjà qu'il paraît que ça sera une femme. Et à ce moment-là, on va avoir une orchestration médiatique de gens qui vont dire, regardez, elle est fantastique, elle est formidable. Et pendant 1 an et demi, on va avoir l'hypermédiatisation de quelqu'un qui va refaire le même coup. J'espère quand même qu'au bout du compte, les Français vont commencer à comprendre la véritable origine de leurs problèmes. Nous élisons des gens qui n'ont plus les manettes. Ou plus exactement, qui ont un plan de vol établi. Vous savez ce que c'est la France? Apparemment, ils comprennent pas. Ils sont comme décrivait en son temps De Gaulle, ce sont des veaux. Oui, mais c'est pour ça que personnellement, j'en veux beaucoup à des mouvements d'opposition, en particulier, je vais pas les citer, mais tout le monde les a à l'esprit, c'est-à-dire des mouvements qui sont prétendument d'opposition, mais qui gardent le silence absolu sur ce que nous disons, c'est-à-dire que toutes les politiques économiques, sociales, budgétaires, diplomatiques, militaires, tout est décidé etc., en Europe, sont décidées par la Commission européenne en vertu des traités, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN depuis Washington. C'est ça le véritable problème. Mais les Français le savent, ça. Non. Simplement comme il y a des Français qui ils n'ont pas le courage de faire face à ça. Non, il y a des Français qui le savent, et j'estime, excusez-moi, je vais peut-être m'envoyer des fleurs à notre mouvement, j'estime que notre mouvement a largement contribué à développer cette prise de conscience, et il y a encore beaucoup à faire, parce que je disais tout à l'heure que, je sais pas si c'était peut-être pendant la plage de pub, que moi dans Paris, il y a à peu près, d'après mes estimations, 15 à 20% des gens qui me reconnaissent, mais quand je vais dans les provinces reculées, j'y vais régulièrement, je peux vous dire qu'il y a peut-être que 2 ou 5% des gens qui connaissent l'UPR, 95% des Français sont encore derrière TF1, et ils croient encore que, voilà, que... Non, pas TF1, parce que maintenant ça se passe dans les réseaux sur internet, même TF1 commence à connaître une fin de cycle. Hein. Alors ça je vais vous dire. Nous on pensait ça l'an dernier. Le journal de 20h non, mais nous on pensait ça l'an dernier. Notre site upr.fr est notre site internet upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. C'est pas moi qui le dis, c'est Alexa Ranking qui classe les 10 millions de sites les plus consultés au monde, et nous sommes le 45 millième sur 10 millions. Et on est très devant. Le suivant c'est En Marche, je crois. Le troisième c'est France Insoumise ou Front National. Enfin bon, donc on s'est hissé. Tous les gens qui consultent notre site d'ailleurs ne sont pas forcément des partisans. Simplement, dans notre site, c'est un site qui est très riche parce qu'il y a énormément d'informations qui sont et d'analyses qui sont, je crois, fiables et percutantes. Donc nous l'année dernière, et ça on s'était un peu leurré là-dessus. On pensait que notre score sur Internet, notre notoriété sur Internet, nous vaudrait un résultat de révision très supérieur. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a quand même si ce que vous dites est vrai, même s'il y a progressivement de plus en plus de gens qui vont vers Internet, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore une grande masse de la population qui consulte quotidiennement les grands médias de RTL, TF1, France Info, France Inter, et qui de surcroît fait confiance à un certain nombre de journalistes qui sont des commentateurs de la politique auxquels spontanément ils font confiance, plutôt que sur Internet où ils vont se renseigner, mais il y a une espèce de défiance sur les sites Internet. Monsieur Asselineau, Emmanuel Macron, le président de la République, était hier soir en Russie pour encourager les Bleus et est aujourd'hui à Bruxelles. Ça promet d'être une autre ambiance parce que il y a un conflit ouvert maintenant entre les États-Unis et l'Europe, avec le fait d'imposer des taxes à l'Europe, également avec la Chine. Pékin a réagi ce matin en disant que attention, si Trump impose des taxes, ça risque d'être réciproque, et là on ne sait pas où ça peut aller, cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, Trump, c'est un petit peu le bazar complet là en ce moment.
Oui, alors moi j'aurais tendance, si vous me le permettez, à ne pas confondre les États-Unis et Trump. Parce qu'en fait, Trump, ça a été la grosse surprise en fait des deux dernières années. Ça a été l'élection à la Maison Blanche d'un président qui n'était pas prévu par le système. Le système voulait que ce soit Hillary Clinton qui soit élue. Et Trump s'est fait élire parce qu'il est milliardaire et parce qu'il avait ses propres soutiens, réseaux, etc. Il a réussi à l'arracher, à obtenir l'investiture républicaine, puis à se faire élire. On a donc dans un cas de figure très étrange, c'est que le président des États-Unis, en fait, ses principaux adversaires sont à la maison, si j'ose dire, c'est-à-dire les centres de pouvoir aux États-Unis qui passent tout leur temps. D'ailleurs, moi, je suis assez fasciné. Tous les jours, pratiquement tous les jours, il y a un nouveau scandale qui sort sur Trump. C'est absolument incroyable. Maintenant, c'est son ancien chauffeur qui dit qu'il l'avait fait travailler. Tous les jours, il y a un truc qui concerne Trump. Alors, Trump, il a tenu des propos qui sont parfois assez choquants, voire scandaleux, propos racistes, des propos, comment dirais-je, anti-sexistes, etc. Tout ça est exact. Ouais. Mais d'un autre côté, il fait pas sérieux quand même. Il fait pas sérieux, Trump. Oui, mais d'un autre côté, il mène une politique qui est en train de rebattre complètement les cartes, parce que il plaît à l'Amérique profonde. D'abord, une petite, pas toute l'Amérique, il plaît à une partie de l'Amérique profonde. Il est possible d'ailleurs qu'il soit réélu, je pense, lui, pour un second mandat, ce que je ne pense pas que ce sera le cas de Macron. Mais mine de rien, il est en train de rebâtir, de mélanger de rebattre les cartes, comme on dit, et de faire avancer les choses. Par exemple, au Moyen-Orient, d'où je reviens, je suis désolé, actuellement au Liban, les États-Unis cherchent une porte de sortie honorable en Syrie, mais enfin, globalement, il a, sur l'affaire de la Syrie, pas sur l'affaire d'Israël, mais sur l'affaire de la Syrie, il a fait machine arrière. Si on avait eu Hillary Clinton, on ne sait pas jusqu'où on serait allé. Je rappelle quand même que la déstabilisation du Moyen-Orient, c'est quand même les démocrates qui ont largement fait ça. La politique d'Obama... Trump, il a fait pas mal, pour Jérusalem, capitale, etc. Oui. Déménagement de l'ambassade, c'est quand même pas mal. Non, je n'ai pas dit... Nous avons désapprouvé, nous, l'UPR. Mais c'est un truc symbolique, finalement. Mais en termes concrets, il a laissé finalement il laisse en fait Bachar el-Assad et la Russie triompher. Et si j'ai bien compris, il y a des espèces de tractations discrètement, c'est-à-dire il se retire de l'accord nucléaire iranien tant que l'Iran a encore des soldats en Syrie près de la frontière avec Israël. Et puis si l'Iran les retire, peut-être que ça s'assouplira. J'ai l'impression, par exemple, sur la Russie, il est quand même... Regardez cette déclaration absolument incroyable qu'il a faite hier. Il a dit que là, il allait pour un sommet de l'OTAN et ensuite il allait voir Poutine. Il a dit, je pense que ça sera plus facile avec Poutine qu'avec l'OTAN. Et c'est quand même incroyable, on n'a jamais vu ça. C'est quand même quelqu'un qui est en permanence dans la provocation. Il est en permanence dans la provocation. C'est aussi l'intelligence. Oui, et je pense qu'il fait, il fait évoluer. Non, il n'est pas stupide. Je pense qu'il fait évoluer la situation de façon finalement assez incroyable. Je ne sais pas ce qu'il en ressortira, mais par exemple, il est en but à toute l'oligarchie financière. Faut pas se faire d'illusions. Quand il dit que quand il soutient, par exemple, il a dit à Macron qu'il fallait qu'il sorte de l'Union européenne, c'est dingue, parce que la politique constante, je l'ai expliqué dans mes conférences depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politique constante des États-Unis a été au contraire de pousser la France à entrer dans la construction européenne pour la ligoter dans cette espèce de truc ingérable. Là, j'ai vu qu'il... Est-ce qu'il fait pas l'inverse là, de faire croire à Macron qu'il faut absolument sortir pour quelque part le rendre plus instable et en même temps le mieux le contrôler, lui et l'Europe? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il a des problèmes de politique intérieure, Trump, et je pense que ses principaux adversaires sont en politique intérieure. Vous savez, Hillary Clinton, c'était quand même une demi-folle. On était quand même parti pour la gloire sur éventuellement des conflits nucléaires de basse intensité. Oui, mais pour ces peuples-là, notamment au Moyen-Orient, le résultat il est le même, parce que les États-Unis, ils cherchent toujours leur intérêt officiellement. Après, la façon de faire est peut-être différente. Par la France, tous les peuples cherchent leurs propres intérêts. La France aussi, on le voit avec la France-Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, Macron n'a pas le courage d'ouvrir de l'Arabie Saoudite, la France, monsieur Asselineau, participe à une guerre, à fournir les armes à l'Arabie Saoudite, en fournissant par exemple les armes à l'Arabie Saoudite.
qu'elles vend, et donc quelque part elles seront complices de ce qui se passe au Yémen. Une des plus grandes catastrophes au monde actuel. Hein. Je l'ai dénoncé, je l'ai même dénoncé sur une télévision libanaise récemment qui s'appelait Al-Mayadin. J'ai dit qu'on devrait faire l'embargo sur la livraison d'armes, mais ce n'est pas l'avantage de la France. C'est l'intérêt de quelques dirigeants et quelques entreprises. Mais l'intérêt de la France, c'est exactement le contraire de ce qu'elle fait. C'est-à-dire que l'intérêt national de la France depuis maintenant un certain nombre d'années, écoutez, je reviens du Liban, je me suis entretenu avec des dizaines pas des dizaines, mais avec de plusieurs personnes qui étaient les responsables des principales communautés religieuses et un certain nombre de responsables politiques de différents partis politiques libanais. De façon absolument unanime, tout le monde a dit, vous êtes dirigés par des abrutis, la France est en train de tout perdre au Moyen-Orient. Et c'est exact. Donc, on est en train de qui ? Au profit, regardez, en Syrie, je suis désolé, la France était un pays francophone et francophile, bientôt ça sera un pays russophone et sinophile, et quand il va y avoir la reconstruction, les milliards de dollars vont aller dans des entreprises russes, chinoises, italiennes et allemandes, parce que l'Italie et l'Allemagne ont été beaucoup plus prudentes sur l'affaire, et nous on n'aura rien, c'est ce que m'ont dit plusieurs personnes sur place. Voilà, parce qu'on s'est complètement aligné sur la position américaine qui consistait à vouloir faire chuter Bachar el-Assad, comme ils ont fait chuter Saddam Hussein. Sinon, moi, ce qui me désole là-dedans, c'est quand vous dites on n'aura rien. Voilà, moi, ce qui me désole quelque part, c'est que on a l'impression que le monde c'est un gâteau et qu'il est partagé par certains il a parlé pays. De ça, Macron, tiens, avant-hier à Versailles, il parlait d'un gâteau réalité, on le vit. Qui n'existe pas. Et quelque part, moi, ce qui me désole par rapport à tous ces pays-là qui sont en conflit depuis des années, où il y a des milliers de morts, tout le monde s'en fout, en fin de compte, politiquement, les responsables, parce qu'ils peuvent avoir des postures médiatiques et tenir des propos, mais la réalité, c'est qu'ils s'en foutent, parce que quand on veut réellement régler un problème, on le règle, on trouve les moyens, et politiquement, on prend son courage à deux mains, et puis on y va. Moi, ce qui me désole là-dessus, c'est que tout ce monde entier, on le voit comme un gâteau, et on cherche des intérêts. Et notamment par rapport à l'Afrique, comme je vous disais, de la France à l'Afrique, je pense que la France s'honorerait à avoir une vraie position d'égal à égal, c'est-à-dire de traiter avec les pays africains, notamment par rapport à leurs ressources, d'égal à égal, de les respecter et de faire un vrai partenariat qui honorera la France et qui pourra faire grandir également la France avec un vrai rapport qui soit différent qu'on a pu connaître depuis l'indépendance de certains pays d'Afrique et du Maghreb. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est exactement, vous êtes en train de réciter le programme présidentiel que j'ai présenté. Donc je vous renvoie à mon programme présidentiel. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens pendant la campagne présidentielle qui ont fait croire que mon programme se limitait à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et qu'après j'étais là comme un âne batté, ne sachant pas quoi faire, ou comme une poule ayant trouvé un couteau. Pas du tout. Le programme que j'ai présenté dure 5 heures et il fait des dizaines de pages. Et en particulier, j'avais dit que nous devions mettre le paquet sur la francophonie. J'ai proposé que l'on ait un parlement des pays de la francophonie et que le siège permanent de la France au Conseil de sécurité, qui est menacé, parce que si on reste dans l'Union européenne, on va le filer inéluctablement à horizon de 5 ou 10 ou 15 ans à la Commission européenne, donc en fait à l'Allemagne et aux États-Unis. J'ai dit que ce siège permanent, nous devrions le mettre en tant que de besoin au service d'une position commune des pays comme la France, l'Algérie, le Maroc, Tunisie, Sénégal, Mali, etc., sur un certain nombre de sujets, notamment sur une plus grande justice dans les rapports Nord-Sud, parce que les clés sur les questions migratoires dont on parlait tout à l'heure, c'est d'abord là qu'il faut aller les trouver, parce que les gens ne quittent pas leur pays par plaisir, c'est simplement parce qu'il y a des conditions socio-économiques qui sont telles, et puis également que la France pourrait avoir, si au lieu que la France soit toute seule, quand elle fait valoir une vision, une voix au Conseil de sécurité, si elle pouvait se prévaloir, si le siège permanent servait à 25 ou 30 pays qui disaient, voilà, par exemple, sur le Moyen-Orient, par exemple, nous avons pris une position au moment de l'affaire de Gaza. Au moment de l'affaire de Gaza, là, les tirs qu'il y a eu à Gaza, là, il y a quelques semaines, nous avons été, je crois, le seul parti politique, peut-être le PSC l'a dit aussi, mais nous avons été le seul parti politique à réclamer que la France reconnaisse l'État palestinien. Parce que la France reconnaît l'État d'Israël, nous ne remettons pas du tout en cause l'État d'Israël, mais nous disons que s'il n'est pas normal que la France ne reconnaisse pas parallèlement l'État palestinien qui s'est proclamé souverain en 1988, qui est reconnu actuellement par 132 États du monde, dont le Portugal et la Suède, mais pas par la France. Et nous disons que si la France doit retrouver une voie originale, indépendante et souveraine, comme du temps de De Gaulle, mais un De Gaulle remodernisé, un De Gaulle du XXIe siècle, c'est-à-dire notamment en tenant compte effectivement de nos liens extrêmement étroits avec les pays d'Afrique et du Maghreb. Donc là, on m'a attaqué aussi sur le franc CFA, vous m'avez dit oui, non, moi j'ai dit que le franc CFA, si des pays africains veulent sortir du CFA, la France devrait les aider à sortir du franc CFA. Donc je suis très logique avec certains pays à travers le peuple veulent sortir du CFA, mais bon, vous savez très bien qu'au niveau de la corruption, que ça soit là-bas, avec les
d'accord avec les grands patrons français et puis certains politiques, c'est très difficile de vouloir faire c'est vrai, mais alors je voudrais pas c'est vrai, mais je ne voudrais pas non plus que tout le temps on accable systématiquement la France. Je reviens d'un pays au Liban, si vous voulez, la corruption, ça fait Florès, et la corruption, il n'y a pas que la France, hein. C'est-à-dire que là-dedans, il y a tout le monde est corrompu, et tout le monde corrompt, hein. Donc, ne serait-ce en Europe, je pense que la France est le pays l'un des plus corrompus en Europe. Il y a une étude aussi qui est sortie dernièrement. Ça, je ne sais pas. Si tel est le cas, c'est que c'est un profond changement depuis 30 à 40 ans, parce que je pense que il y a 30 à 40 ans, ça n'était pas le cas. Et si tel est le cas, ça veut dire qu'il y a, et ça j'en suis convaincu, un profond malaise dans la société française, parce que, en fait, la France, elle vit une crise existentielle, une crise morale avant toute autre chose. Dans un instant, les auditeurs vont pouvoir vous interpeller, monsieur Asselineau, peut-être vous donner un petit peu leur manière de penser concernant bien vos propositions, qui sont certes nombreuses sur pas mal de sujets. En toute liberté, vous connaissez le principe, hein, il va falloir s'y faire. 01 40 33 9000. Monsieur François Asselineau qui est avec nous donc jusque 18h, accompagné de la ravissante Fatima Ouassak et Nadir Kaya. LGF, le grand forum avec Nadir Kaya et Fatima Ouassak qui est notre invité François Asselineau. Les débats sont houleux, y compris en antenne. C'est important parce que je pense que, vous voyez, il y a, je pense en tout cas, une espèce de cassure qui apparaît quand même entre ce monde politique. Alors je sais pas si on peut vous y associer encore, monsieur Asselineau, appartenant à ce grand monde politique, parce que vous n'avez pas encore cette possibilité d'accéder aux plus hautes manettes du pouvoir. Bien que vous aviez eu les moyens à l'époque, hein, avant de créer votre parti, vous étiez dans les grands cabinets du pouvoir. Vous avez fait quelques postes au sein de grands ministères français. Hein. Oui, j'ai été au cabinet effectivement du ministre du Commerce extérieur, au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Mais comme si j'ai créé le parti politique que j'ai créé, c'est parce que j'en ai tiré les conclusions. J'ai vu que les ministres que je servais déjà n'avaient en fait plus guère de pouvoir. Donc a fortiori, vous savez, un fonctionnaire qui était à son cabinet. Hein. Donc ne croyez pas que, je sais, il y a des gens qui disent oui, il a été il y a 20 ans dans des partis politiques, dans un cabinet de droite. D'abord, excusez-moi de dire, mais si être au cabinet d'Hervé de Charette sous le gouvernement sous Chirac, ou être au cabinet de Gérard Longuet sous le gouvernement Balladur et sous la présidence Mitterrand, c'est à être de droite, alors j'estime que le gouvernement d'aujourd'hui est extrême droite. Voilà. Parce que depuis lors, on a un gouvernement qui détruit les acquis sociaux, qui privatise à tout va, qui s'aligne complètement sur les États-Unis, qui fait des guerres illégales en Libye, etc. Et ben ça, c'était pas le cas du temps où dans les cabinets ministériels que j'ai servi. Donc c'est le procès de cette phase, le procès qu'on fait à cette occasion, je le renvoie avec beaucoup d'aisance. Je dis qu'actuellement la France est dirigée par un gouvernement d'extrême droite. Alors, avant de passer aux auditeurs, est-ce que la France doit accueillir davantage de migrants ? Ben, moi, ce que je pense sur ces questions, c'est que ça n'est ni à moi, ni à Macron, ni à je ne sais pas qui d'en décider. C'est d'abord au peuple français. Voilà. C'est au peuple français de décider ce qu'il veut comme politique migratoire, et c'est aussi est-ce que la loi doit s'appliquer ou pas. Voilà. Ce que j'observe, c'est que actuellement, il y a quand même, c'est un sujet qui préoccupe énormément les Français. Il y a quand même 80% des Français qui sont préoccupés par cette question. On voit des reportages qui disent qu'il y a 1 million de personnes qui attendraient de passer. Il faut que les Français décident de ce qu'ils veulent comme politique. Mais est-ce qu'on peut leur dire la vérité dans le sens où aujourd'hui ces migrants qui arrivent principalement de Libye, mais aussi de Syrie et d'ailleurs, ce sont, j'allais dire, à cause de l'implication de la France, mais pas seulement, dans des guerres illégales, comme vous faisiez référence tout à l'heure. Donc quelque part, on est, mais alors super responsable de leur sort, et quelque part, ça serait quand même le minimum qu'on puisse au moins les accueillir dignement, contrairement à ce qui se passe porte de la Chapelle où c'est une véritable honte. Alors, c'est ce que je ne cesse de dire moi depuis des années. Ce que je ne cesse de dire, c'est que les pays occidentaux et tout particulièrement les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont essayé de détruire dans le cas de la Syrie, ont détruit dans le cas de l'Irak et dans le cas de la Libye des pouvoirs politiques, ouais, qui certes n'étaient pas des pouvoirs très démocratiques, j'en conviens, mais qui étaient des pays stables et qui stabilisaient les régions. Voilà. Par ailleurs, moi je trouve toujours cocasse, pour ne pas dire scandaleux, quand j'entends des représentants de l'Arabie Saoudite ou du Qatar en train de donner des leçons de démocratie à Kadhafi ou à Bachar el-Assad. Parce que s'il y a vraiment des pays dictatoriaux dans la région, c'est déjà le Qatar, le Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Donc sur ces questions, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas que ça, j'en parlais à l'instant, il y a aussi le problème des échanges nord-sud, il y a aussi le problème de la mondialisation qui
créer des sociétés avec une une immédiateté de l'information d'un bout à l'autre de la planète, avec notamment la télévision, Internet, les smartphones et compagnie, qui rend beaucoup plus facile également les échanges de personnes et qui accentue les inégalités. Ouais. Les inégalités à l'intérieur des pays et les inégalités entre les pays. Donc c'est vrai que tout ça c'est un vrai sujet. Il faut pas oublier aussi le jeu plus que trouble que jouent les organisations non gouvernementales, dont certaines sont financées par George Soros et l'Open Society, qui favorisent les migrations. Et vous avez vu la déclaration récente de Pierre Gattaz du MEDEF, qui se félicitait plutôt d'avoir des migrants, comme d'ailleurs Madame Merkel, parce que une fois arrivé dans des pays occidentaux où il y a 10% officiellement de taux de chômage, en fait bien davantage, eh bien effectivement le sort qui leur est réservé, c'est plutôt d'être, comme vous le disiez justement, d'être des quasi-esclaves qui n'ont pas de domicile, qui sont sous le périphérique et qui acceptent des travaux d'esclaves quasiment. Donc il y a quand même là-dedans si vous voulez, des jeux de rôle assez abjects, avec des gens comme le MEDEF qui se donne le beau rôle, mais en fait avec derrière des appétits très significatifs pour peser en fait sur les salaires. On a en France actuellement une montée constante de la pauvreté, on a 10% de taux de chômage, et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'afflux massif de migrants risque de déstabiliser la société française. Et regardez ce qui se passe en Autriche, en Allemagne, en Italie, etc. Moi, je crois que si on continue comme ça, on va avoir des réveils dans les urnes qui seront très très difficiles. D'où la nécessité d'avoir une politique qui est une politique raisonnable, une politique de. Notre parti politique a condamné les agressions contre la Libye. La Libye était d'ailleurs un des pays les plus riches d'Afrique. Depuis, c'est devenu le règne des seigneurs de la guerre. Il y a 70% des Libyens. Oui, il y a 70% des Libyens qui ont fui. Il y a donc une responsabilité majeure là-dedans. Nous avons condamné également la politique qui a été suivie par la France sur la Syrie. Je suis désolé, la France devrait, à mon avis, soutenir les pays qui s'inspiraient de la laïcité à la française et d'une espèce de panarabisme nassérien, comme le parti Baas en Irak, le parti Baas en Syrie. Moi, je suis pas d'accord. Parce que je comprends pas ce que ça veut dire une laïcité à la française. Importer ça dans les autres pays, c'est manquer de respect à la culture des pays. Non, mais le parti Baas, il existe. C'est d'inspiration, comme en Turquie, le parti d'Atatürk, c'était d'inspiration. Mais la France d'il y a de 1905. Je dis que quand on voit. Moi, je suis allé dans tous ces pays. Je peux vous assurer que quand j'y suis allé il y a une quinzaine d'années, quand j'étais en Arabie Saoudite au moment du Ramadan, puis ensuite au Koweït, puis ensuite je suis allé en Irak, je veux dire, il n'y avait pas photo. Alors certes, il y avait des grands portraits de Saddam Hussein. Certes, Saddam Hussein était un dictateur qui avait fait quelques milliers de morts dans son pays. Mais regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, au Bahreïn ou au Qatar, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn étant soutenus à bout de bras par les États-Unis d'Amérique. Et regardez ce qui s'est passé. 1 200 000, 1 500 000 morts civiles depuis la guerre en Irak. Un pays complètement détruit. Qu'est-ce qui va se passer en Syrie? Qu'est-ce qui se passe en Libye? C'est-à-dire qu'en fait, on a démoli, et je pense que les États-Unis d'Amérique sont derrière, parce qu'il y a une stratégie qui est la stratégie de diviser pour régner. C'est la faute aux pays qui sont venus s'ingérer dans la politique interne de ces pays-là que la politique menée par ses propres pays par rapport à leur culture. Parce que mais moi je suis contre l'ingérence dans les affaires intérieures. C'est d'ailleurs, nous respectons le droit international. Dans le droit international, il faut être contre l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. C'est interdit. On ne fait maintenant plus que ça. C'est-à-dire qu'on donne des satisfaits. C'est malsain, et puis il y a le retour du bâton. Tôt ou tard, on le paye. Bien sûr. Alors, on va accueillir Nasser qui est avec nous au téléphone, qui nous attend sagement pour une question. Bonsoir Nasser, bienvenue. Bonsoir. Alors, votre question à François Asselineau. Disons que plus qu'une question, je dirais à monsieur, bonsoir déjà monsieur Asselineau. Bonsoir. En fait, je voulais vous dire, en fait moi je vais vous dire, je n'ai jamais voté. Qu'est-ce que vous feriez vous pour m'inciter à voter pour vous, en sachant que moi je sais que tout le système est corrompu. Et que quelque part, les gens, si vous voulez, tout à l'heure on parlait des gens, que les gens ne s'insurgent pas. Si, les gens voient très bien, les gens ne sont pas dupes, mais si vous voulez, maintenant le quotidien des gens est devenu tellement dur qu'on a plus le temps d'écouter des politicards à nous raconter des conneries à longueur de journée, que le seul souci des gens c'est de pouvoir bouffer et de travailler un peu s'ils le peuvent. Qu'est-ce que vous feriez? Travailler, pouvoir manger, nourrir sa famille.
j'allais dire, et puis qui plus est de surcroît, de se sentir en sécurité. Ça, ce sont des gens, voilà. Vous vous rendez compte à quel point le peuple français, on observe une cassure, mais alors totale, avec le monde politique. Quand les hommes politiques, quand le politique parle, les Français s'en foutent complètement, royalement. Pourquoi ? Ça, je suis malheureusement bien placé pour le constater. Parce qu'il n'a pas su répondre finalement aux vraies attentes des Français. Oui, mais je suis bien placé pour le constater, puisque notre parti politique, on a beaucoup de militants sur le terrain, et très régulièrement, nous rencontrons des gens, y compris d'ailleurs parmi nos amis et notre famille, des gens qui disent non, de toute façon, moi les politiques c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Donc c'est vrai que c'est difficile. Alors qu'est-ce que je peux répondre à cet auditeur qui a quand même la gentillesse de m'interroger. Donc s'il m'interroge, s'il écoute l'émission, c'est que peut-être il a pu percevoir dans ce que je dis quelque chose d'un peu différent des autres. En quoi nous sommes différents ? Déjà on est différents parce qu'on justement on passe pas dans les grands médias du système. Donc déjà le fait qu'on soit absolument scandaleusement blacklisté devrait m'y être la puce à l'oreille. La deuxième chose, c'est que moi je fais appel. Il y a des gens qui se sont moqués de moi parce que je dis que je fais appel à l'intelligence des Français. Alors il y a des gens qui disent regardez vos résultats, vous auriez mieux fait de faire appel à leurs bêtises. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je réponds que c'est simplement parce que nous n'avons pas eu accès aux grands médias. Moi je fais appel à l'intelligence des gens et je suggère à cet internaute, s'il ne l'a pas déjà fait, d'aller regarder les conférences que j'ai pu faire, qui sont sur Internet, tout est gratuit, et regarder les analyses. Et puis surtout grâce à Internet, maintenant on peut remonter les années antérieures. J'ai créé un parti politique il y a plus de 11 ans avec une charte. Ça fait 6 pages. Cette charte, elle n'a pas été bougée, on n'a pas changé d'une virgule. À telle enseigne qu'il y a d'ailleurs quelques chiffres qui sont devenus obsolescents, mais je préfère ne pas la toucher parce que cette charte, elle définit l'analyse de la situation et le programme que nous proposons en 6 pages. Elle a plus de 11 ans, elle a 11 ans et demi. Je conseille aux gens d'aller la voir, d'aller la lire et de comparer avec ce que disent les autres partis politiques. Ils verront que cette charte, elle est toujours aussi valable. Je dis même qu'elle se bonifie comme un bon Bordeaux, elle se bonifie avec le temps parce qu'elle apparaît de plus en plus prémonitoire. Et c'est à ça, si vous voulez, qu'on peut reconnaître un parti politique digne de foi. J'aurais tendance à dire à cet internaute, faire une petite citation que j'aime bien, vous savez, de la culture chinoise. Confucius, qui vivait en 500 avant Jésus-Christ, disait « Écoutez les paroles, mais observez les actes ». Eh bien, arrêtez d'écouter les paroles des politiciens, y compris les miennes, et observez leurs actes. Observez ce qu'ils ont dit. Observez leur comportement politique. Observez, est-ce qu'ils changent constamment de pied ou pas ? Nous, depuis 11 ans et demi, nous disons toujours la même chose, les mêmes analyses, les mêmes propositions. Et c'est constamment de plus en plus confirmé par les événements. Nous n'avons fait, à chaque fois qu'il y a eu des élections, nous sommes restés extrêmement droits dans nos bottes. Nous n'avons jamais fait de compromis. Il y a des gens qui m'incitaient à faire des alliances avec un tel et un tel. Nous voulons redonner aux Français leur indépendance et leur souveraineté. C'est quand même assez simple à comprendre. Et normalement, ça devrait rassembler tous les gens de bonne composition. Je voudrais dire aussi un dernier mot, si vous me le permettez, c'est que c'est pas une solution de ne pas aller voter finalement, parce que s'abstenir quand vous avez, j'avoue que je ne suis pas allé voter, excusez-moi, je ne suis pas allé voter au deuxième tour de la présidentielle l'année dernière. Ah bon ? Ah oui, entre Macron et Madame Le Pen, je n'ai pas voté. Mais quand vous avez le choix, un vrai choix, et je pense qu'on représentait un vrai choix, quand vous avez le choix d'un parti politique qui s'engage de façon absolument sûre et certaine, si nous sommes élus, avec donc plus de 50% des voix, parce que il faut voir le déluge de propagande que nous recevrions si nous étions élus, qui s'engage à faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, je vous assure que c'est un bouleversement géopolitique de très grande magnitude. Eh bien, si ça ne convainc pas les gens, nous prenons cet engagement ferme et définitif. Moi, je pense que quand on a cette possibilité, eh bien, il faut la saisir, parce que c'est justement ce triple lien qui fait que lorsque les Français votent à droite, au centre ou à gauche, ils ont toujours la même politique qu'ils condamnent. Fatima. Je peux dire un mot ? Bien sûr. Dire quand même, parce que depuis tout à l'heure on dit les Français, le peuple français, en considérant que il s'agit que d'une somme d'individus. Il se trouve qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle des organisations politiques. Voilà, et qu'en fait, il n'y a pas que le vote dans la vie. Voilà, le système politique ne se réduit pas au système électoral, et qu'en fait, nous, on n'est pas juste là pour voter tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans. On peut aussi s'organiser politiquement pour défendre nos propres enjeux, nos propres intérêts. Donc, plutôt que se contenter simplement de cette problématique autour de on vote pour qui, on s'abstient, etc., etc., moi, je pense qu'au contraire, il faut encourager les gens à s'organiser politiquement
Et vraiment, monsieur Asselineau est une preuve, incarne le fait qu'il faut s'encourager politiquement, notamment dans les quartiers populaires, parce qu'il faut attendre rien de personne. Depuis tout à l'heure, je suis calme, je suis silencieuse par rapport au débat qui vient d'avoir lieu sur les migrants et sur la France dans le monde, etc. Je me retiens, je résiste à l'envie de vous interrompre tous, mais il y a un problème de paradigme. Voilà, quand on parle de souveraineté de la France, moi personnellement, je m'en bats les reins de la souveraineté de la France en soi. Pour moi, c'est pas ça, avoir une vision politique. Je m'en bats les reins de la souveraineté de la France. Ce qui compte pour moi, c'est des valeurs de justice, d'égalité. Voilà, c'est ça de dignité, c'est ça qui est important. La France, c'était un empire colonial. Ça, c'est quelque chose de négatif. C'est dégueulasse d'avoir colonisé, d'avoir pillé, par exemple, l'Afrique. Nous, on vient de là. Donc, comme ça, se contenter de ce discours vague sur oui, mais la France-Afrique, c'est pas bien, faut revenir à la France. Non, il faudrait une rupture. Donc, il faudrait un changement de paradigme, une rupture avec la manière dont la France s'est comportée vis-à-vis notamment de l'Afrique et des Africains. Donc, parler comme ça de migrants, dire oui, il faut demander l'avis des Français, etc. Mais pourquoi on ne demanderait pas plutôt l'avis des Français sur, par exemple, le fait que les firmes multinationales françaises en Afrique pillent l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le continent le plus riche en termes de matières premières, qui a un véritable pillage, et que les quelques migrants, parce que c'est des miettes de migrants qui arrivent en Europe, c'est des miettes par rapport aux migrations africaines. C'est clair. Que c'est un faux débat. En réalité, il faudrait régler ce problème de France-Afrique, mais en réalité de néocolonialisme, de domination du nord vers le sud. Et ça pas simplement de problème d'égalité entre nord et sud. Donc il y a un changement de paradigme, mais qui ne peut pas venir de monsieur Asselineau, parce qu'en fait, pardon, mais je pense qu'il méprise complètement nos questions. Voilà, il est sur ces questions à lui, c'est normal. Voilà, monsieur, il a parlé de son parcours tout à l'heure. Voilà, il a son parcours, il a son profil sociologique, très bien pour lui, mais il ne nous représente en rien dans les quartiers populaires. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans son discours, dans sa vision politique. Pour moi, quelqu'un qui dit que les violences policières, oui, bof, etc. Vous exagérez, je n'ai absolument pas dit ça. Vous tenez des propos polémiques. D'ailleurs, vous représentez qui, au fait? Alors, non, mais je vous interdis de m'interpeller. Je suis ici chez moi. Non. Je vous interdis de m'interpeller. Ainsi, vous avez eu la parole. Ça fait 3 heures que vous avez la parole. Vous représentez qui? Non, je ne vous répondrai pas. Vous n'êtes pas au-dessus de moi ici. Je ne réponds pas à vos injonctions. Voilà, je finis mon propos. Voilà, moi, je m'adresse aux auditeurs et aux auditrices, et notamment ceux qui habitent dans les quartiers populaires. Vous représentez qui? Non, je finis mon propos. C'est pas à vous que je m'adresse. Je viens de vous le préciser. Je m'adresse aux auditeurs et aux auditrices qui vivent dans les quartiers populaires. Faut pas qu'on se contente de voter pour des gens qui ne nous représentent pas, qui n'ont pas de vision politique pour ce qui nous concerne, qui méprisent nos questions. Pour nous, l'urgence, non, ce n'est pas simplement la sortie de l'Union européenne, ce n'est pas simplement la grandeur de la France. Pour nous, l'urgence, ce sont les violences policières, ce sont les discriminations, ce sont les inégalités, c'est Parcoursup, c'est la politique libérale de Macron, parce que vous n'allez pas me la faire à l'envers sur la question sociale. On est les premiers touchés par la question sociale. Le fait que oui, effectivement, les conquêtes, les acquis sociaux sont remis en question, c'est ce qui nous touche prioritairement. Donc on parle pas de peuple français, nous, on parle de groupes dominants qui nous écrasent dans les quartiers populaires, dans les banlieues en France. C'est ça. Sinon, on prend pas en charge ça. Il faudra pas rêver pour que des pères, paternalistes avec leurs propos paternalistes, viennent nous sauver. Il faut qu'on s'organise politiquement, qu'on crée des syndicats, qu'on crée des collectifs, qu'on crée des partis politiques, pourquoi pas, avec nos propres enjeux. Et c'est parce que, mais on vous attend pas. C'est parce qu'on va s'organiser ainsi qu'on pourra avoir un rapport de force politique, et que les gens nous respecteront un peu plus quand on parlera de nos morts. Voilà, quand on parlera de nos morts, on nous dira pas, oui, mais bof, oui, mais vous exagérez, etc., etc. Il ne faut rien attendre de personne. Je vous ai pas manqué de respect, donc voilà, là on est en train de parler politique. Non, on est en train de parler politique. Moi, je suis une militante politique. Je parle politique. Vous avez parlé politique. J'ai le droit d'être en désaccord avec ce que vous dites. Voilà, j'ai été passante depuis tout à l'heure. Je vous ai pas interrompu. J'ai quand même le droit d'avoir 3 minutes. Voilà. Alors, monsieur Asselineau, question d'auditeur de Méziane qui nous attend au standard 0140. Attendez, je me permets quand même de répondre. Madame m'a manqué de respect. Parce vous n'avez pas manqué de respect. Non, attendez, monsieur Asselineau, si vous me permettez. Non, excusez-moi, elle m'a attribué des pensées qui ne sont pas les miennes. Non, je me suis exprimé. Non, je n'ai jamais dit que je méprisais à la fois les morts qui avaient, et que je méprisais les attentes dans les quartiers que vous évoquez. J'ai même tout à l'heure expliqué que c'est justement dans ces quartiers que j'ai fait les meilleurs scores à l'élection présidentielle. Et je pense que j'ai eu plus de voix dans ces quartiers. On a l'habitude des partis politiques qui veulent uniquement nos votes, et qui nous parlent comme si on était de la merde, qui veulent simplement qu'on vote pour eux, mais qui ne prennent pas en considération nos urgences et nos enjeux. Donc c'est pas parce que vous avez eu des gens qui ont voté pour vous dans les quartiers que ça veut dire que vous ne méprisez pas les quartiers. Bon, écoutez, je ne réponds pas à quelqu'un qui est de aussi mauvaise foi et qui ne représente qu'elle-même. Voilà. Non, c'est déjà beaucoup. Monsieur Asselineau, je vous précise.
Fatima Ouassa, qui est politologue et une grande militante associative, mais aussi politique. Attendez, t'as pas besoin de le préciser. Mais Monsieur Asselineau, c'est quelqu'un qui a un vécu extraordinaire. Non, mais même en tant qu'habitante des quartiers populaires, elle est déjà première concernée. Mais je pense qu'au travers de votre différend, je suis en désaccord avec lui, qu'il faut qu'il me renvoie au fait que je suis personne. Déjà, le fait que je sois moi, j'ai une dignité, j'ai le droit de réagir. Voilà, mais je n'ai pas remis en question. Moi, je vous respecte. Non, vous ne me respectez pas. Mais si, je vous respecte par rapport à votre parole politique. Je vous dis que je suis en désaccord par rapport à votre parole politique. Vous n'avez pas dit que vous étiez en désaccord. Vous avez dit que je parlais aux gens comme de la merde. De mon point de vue, non, pas vous. J'ai parlé si, c'est ce que vous avez dit. On peut reprendre ce qu'il vient de dire. Alors, on va reprendre tout de suite. J'ai dit que les partis politiques, on a l'habitude des partis politiques parce que vous disiez, mais j'ai fait des voix dans les quartiers populaires. Je vous ai dit, mais ça, on a l'habitude des partis politiques. Je pensais au PS en réalité, qui viennent et qui disent, voilà, nous on fait des voix, nous les quartiers votent pour nous, etc. Et qui pourtant, par ailleurs, nous méprisent. Donc je vous disais, c'est pas parce que vous faites des voix que ça veut dire que vous ne méprisez pas. Voilà. Et je pense, en tout cas, au travers de votre différend, qui est intéressant, M. Asselineau, c'est que aujourd'hui, on s'aperçoit, la différence entre le Parti socialiste ou SOS Racisme et nous, c'est que effectivement, ce sont des partis, mais c'est pareil pour Mélenchon, ce sont des partis qui vont voir dans les quartiers et qui leur promettent monts et merveilles sans leur dire la vérité. Et la vérité, moi, je vais la dire. Et je suis allé à Aulnay-sous-Bois, je suis allé dans le 93, j'ai fait des quantités de réunions, je suis allé à Mantes-la-Jolie, etc. Aucun responsable politique n'en a fait autant que moi, justement, dans les quartiers. Et je suis allé expliquer aux gens qui voulaient bien m'écouter que tant que nous étions dans l'Union européenne, dans l'euro et de l'OTAN, ça ne changerait rien, notamment sur les dispositifs budgétaires, notamment sur les protections sociales, notamment sur l'abolition du droit du travail, notamment sur l'alignement sur les politiques agressives au Moyen-Orient des États-Unis d'Amérique. Et donc, moi, j'estime que, justement, je m'adresse aux gens non pas en les méprisant, mais au contraire, en prenant en compte, en valorisant leur intelligence et leur compréhension de la situation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis particulièrement apprécié dans ces quartiers, contrairement à ce que madame veut faire croire. Non, elle veut rien faire croire du tout, monsieur Asselineau. Elle vous transmet avec lui. C'est ça qui, en fait, relativement, qui constitue un véritable problème, c'est qu'aujourd'hui les quartiers dits populaires ou les quartiers oubliés de la République, on peut les appeler ainsi, aujourd'hui observent quoi? Observent qu'ils sont marginalisés, observent qu'ils sont mis de côté, considérés comme des citoyens de seconde zone. Et je pense que la fracture, elle est là, monsieur Asselineau. Et je pense que vous l'avez, alors pas vous personnellement, mais que l'ensemble du politique français l'a complètement occulté et l'a minimisé. Et c'est un problème qui risque de nous retomber dessus tous, un jour ou l'autre, au travers, sauf si la France et si les partis politiques commencent à respecter ces citoyens qui aujourd'hui, à tort ou à raison, se sentent de citoyens de seconde zone. C'est un problème. Ils ne nous respecteront, c'est ça la vérité en fait. Parce qu'on fait de la politique ici, moi. Que par le rapport de force, par le politique, il n'y a pas de mystère. En fait, ils ne nous respecteront qu'à partir du moment où on s'organisera politiquement. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas qu'on attende de gens qui ne connaissent pas. Je pense que monsieur, il est sincère, il ne connaît pas nos problèmes. Je pense que par exemple, il ne connaît pas le problème des violences policières. Je me trompe pas. Donc il y a des, par exemple, il doit pas connaître, je pense, le problème des discriminations, par exemple. C'est-à-dire que nous, on n'en est même pas par rapport à la loi travail, etc. On n'en est même pas là. Nous, on se tape tous les boulots de merde, précaires, les CDD, etc., l'intérim, etc. C'est pour nous. Donc nous, on n'en est même pas à ce que, le CDI, le code du travail, etc. Voilà, on n'en est même pas à ce luxe-là d'être touché par la loi travail. Voilà. Je pense que ces réalités-là, monsieur ne les connaît pas comme l'essentiel en réalité de l'élite politique de ce pays. Donc, madame veut absolument me faire. Vous avez remarqué que madame veut absolument faire comme si tout ce que je disais n'avait aucun sens. Pas du tout. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce que vous avez dit. J'explique depuis plus d'une heure que tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est la clé de voûte. Non, pas pour les discriminations. Pas pour les discriminations, c'est faux. Pas pour les discriminations. Voilà, tout simplement. Pas pour la France-Afrique. Est-ce qu'on peut poser la question pour la politique impérialiste de la France, c'est faux. Il y a des questions qui sont, excuse-moi Nadir, il y a des questions qui nous sont spécifiques. Il y a des questions qu'il faut traiter. Et moi, je vous manque pas de respect en vous disant, nous n'attendrons pas de vous que vous les traitiez puisque vous ne les connaissez même pas. Mais je les connais d'autant mieux que je dis simplement qu'il n'y a plus de syndicats. Il n'y a plus de syndicats, par exemple, en France. Donc, il n'y a pas d'organisation qui représente la classe ouvrière aujourd'hui en France. Voilà. Parce qu'on parle, moi, je parle pas que des Noirs et des Arabes, je parle même de la classe populaire. La classe ouvrière, par exemple, n'est plus représentée politiquement aujourd'hui. Il ne faut pas qu'elle attende de gens qui n'ont rien à voir avec la classe ouvrière qu'il y ait du changement pour ce qui la concerne. Donc, moi, en réalité, j'essaie d'être constructive. J'essaie de dire aux gens, qui ne sont pas que des individus, qui peuvent s'organiser eux aussi collectivement et politiquement pour défendre leurs intérêts. Et ce n'est qu'à partir, c'est la condition, ce n'est qu'à partir du moment où ils seront organisés politiquement et collectivement qu'ils seront respectés, qu'ils pourront avoir un rapport de force
politique. Voilà, c'est ça la clé en réalité. Moi, si je peux me permettre, je suis d'accord sur ce que tu viens de dire, notamment sur la fin. Mais monsieur Asselineau, une question très simple. Quand vous parlez de l'OTAN et le fait de sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, est-ce que concrètement, pour les citoyens issus des quartiers populaires, ça va changer le quotidien, notamment par rapport au problème des violences policières ou des discriminations qu'on subit depuis des années? Écoutez, déjà, il y a un premier point, c'est que je pense que sortir de l'Union européenne, ça nous permettra de récupérer comment dirais-je, le principe même du fait que lorsque les gens votent, ils votent pour quelque chose qui a de l'impact sur la réalité. Et lorsque nous étions avant l'Union européenne, en 1981, au deuxième tour de l'élection présidentielle, il y avait eu 18% d'abstention, 82% de participation parce qu'il y avait un vrai choix politique. Maintenant, au deuxième tour des élections présidentielles de l'année dernière, il y a eu plus de 50% d'abstention parce que de plus en plus de Français comprennent qu'ils n'ont plus le choix de modifier leur avenir collectif. Et c'est ça le point le plus fondamental qui existe. Alors je ne dis pas que les problèmes... Alors, je vous coupe 81, je ne sais pas s'il y a vraiment un choix politique parce que c'était binaire, c'était vraiment droite face à la gauche. Oui, mais c'était... Alors qu'aujourd'hui, c'est plus divers dans les propositions des uns et des autres. Oui, mais les propositions qui mènent tous à la même solution, c'est-à-dire l'application des traités. Tandis que je suis désolé, en 80, lorsque Mitterrand a été élu, ça a été suivi d'un programme. On était pour, on était contre, c'est une autre histoire. Mais nul ne pouvait nier que le programme de Mitterrand entre 81 et 83-84 était un programme de rupture totale avec le précédent. Donc les gens qui étaient de gauche il y avait eu la privatisation, il y avait eu la nationalisation de toute une série d'industries et de banques, il y avait eu la suppression de la peine de mort, il y avait eu la décentralisation, il y avait des tas de choses, donc qui, à tort ou à raison, étaient faites et qui donc correspondaient au programme. Donc les Français, et tous les Français, avaient le sentiment, effectivement, qu'il y avait une solution politique. De la même façon, et là je serais d'accord avec mon interlocutrice pour une fois, elle a raison lorsqu'elle signale qu'il n'y a même plus de relais dans les syndicats, et nous expliquons pourquoi. Parce que dans les syndicats... À un certain niveau, alors, moi, en tant que syndicaliste dans une grande société, je peux vous dire que là aussi, il y a beaucoup de gens issus des quartiers populaires qui sont investis. Oui, je le sais. Mais à un certain niveau, là aussi, ils n'apparaissent pas. Je le sais, mais non, mais attendez, terminez. Bah oui, mais j'ai la pub, moi. Oui, mais je me permets de terminer. Nous sommes le seul parti politique qui explique que les grandes centrales syndicales... Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes qu'il nous reste avec notre invité François Asselineau et Fatima Ouassak et Nadir Kaya. François Asselineau, dernière question. Quelle est la raison qui fait qu'on devrait voter pour vous aux européennes qui avancent à grands pas? Je pense que l'année prochaine, la campagne n'a encore certes pas commencé, mais pourquoi il faudrait voter François Asselineau? D'abord, ça sera une liste UPR pour le coup, avec 84 noms, parmi lesquels j'espère il y aura d'ailleurs des personnes qui n'appartiennent pas à l'UPR qui nous rejoindront. Et pourquoi il faudrait voter pour cette liste? Parce que ça sera la seule, je pense, liste qui proposera le Frexit. Voilà, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et les autres, on aura la liste de Monsieur Dupont-Aignan, la liste de Madame Le Pen, la liste de Monsieur Mélenchon. Enfin, ça sera pas ni Madame Le Pen, ni Monsieur Mélenchon, ni Monsieur Dupont-Aignan qui seront tête de liste, si je crois bien comprendre. Mais eux, ils proposeront une autre Europe, désobéir aux traités, des trucs comme ça, mais aucun ne proposera ce que nous proposons, qui sera clair et net, la liste du Frexit, la liste de sortie de l'Union européenne. Voilà. Merci, Monsieur Asselineau, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de participer à cet échange, et à très bientôt sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.